Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rallye continu des marchés actions qui se poursuit encore aujourd'hui avec un CAC 40 qui progresse à nouveau, tiré notamment par le secteur du luxe et particulièrement par la vedette de cette fin d'année, la vedette tout court de cette année 2021, le titre Hermès qui s'envole encore de 5% sur cette seule séance. Hermès, la valeur la plus chère du CAC 40, qui affiche la meilleure performance boursière sur cette année 2021, qui n'est pas terminée certes, mais quand on regarde un petit peu le bilan depuis le 1er janvier, Hermès affiche une performance de progression de plus de 80% désormais. Hermès qui a bondi de plus de 10% depuis que les analystes de Goldman Sachs sont passés de neutre à vendre sur le dossier. C'était il y a une dizaine de jours. Le luxe donc en grande forme qui permet au CAC 40 de battre de nouveaux records à mi-séance. Sur le front des matières premières, on notera une détente bienvenue sur le front du pétrole notamment, bienvenue parce que les tensions autour du sujet de l'inflation sont à leur paroxysme peut-être aujourd'hui. Les marchés pétroliers qui se détendent depuis quelques jours maintenant et qui réagissent à l'idée que de grands pays consommateurs emmenés par les États-Unis pourraient peut-être puiser dans leurs réserves stratégiques. Attention, l'initiative est compliquée à mettre en place. On comprend que les États-Unis aimeraient embarquer avec eux d'autres pays comme la Chine, le Japon ou encore la Corée du Sud pour puiser dans ces fameuses réserves stratégiques, sachant que c'est une option compliquée à mettre en place et à considérer puisque c'est d'une certaine manière un fusil à un coup. Une fois qu'on a commencé à puiser dans ces réserves stratégiques, il n'y a plus beaucoup d'autres options qui permettent de limiter la hausse des cours du pétrole. En attendant, la détente du moment sur le front des matières premières en général est plutôt la bienvenue. Et puis dans cette demi-heure, nous parlerons du marché bien sûr, mais nous mettrons également en valeur les métiers de l'analyse financière et extra-financière. Aujourd'hui, la SFAF, la Société française de l'analyse financière, célébrait il y a moins d'un mois ses 60 ans et son président Thierry Giamy sera avec nous en plateau pendant cette émission. Un marché que rien ne peut arrêter, les séances de hausse s'enchaînent. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC s'autorise un flirt avec de nouveaux plus hauts dans un marché où le luxe reste le principal moteur. La prudence est cependant de mise face à des tensions inflationnistes qui s'ancrent, une tendance qui dissonne quant au message des grandes banques centrales. En Asie, les places reculaient ce matin, ébranlées par les valeurs technologiques dans l'attente des résultats du géant chinois de la vente en ligne Alibaba. À Hong Kong, Evergrande a cédé près de 6%. Le promoteur immobilier envisage de céder l'intégralité de sa participation dans Hengten Networks Holding, démarche qui s'inscrit dans sa quête de liquidité et d'honorer de ce fait ses échéances obligataires. Et si la bourse de Tokyo a clôturé en repli, elle a en revanche nettement réduit ses pertes du fait d'une information du quotidien Nikkei, selon lequel le Japon prépare un plan de soutien sans précédent à son économie. Ce plan de relance budgétaire devrait atteindre près de 431 milliards d'euros. Aux États-Unis, indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix, les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed, nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brainard. Sur le front des matières premières, le baril de Brent évolue sur un plus bas de 6 semaines alors que Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. À Paris, Total Energy recule. Ce jour, l'agenda macroéconomique est 100% américain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie pour le mois de novembre et celui des indicateurs avancés du Conference Board d'octobre. Un focus sur les valeurs. Dès l'ouverture, Hermès, LVMH et L'Oréal inscrivaient de nouveaux plus hauts historiques. Kering avance légèrement. Déjà surperformant, le secteur se trouve aujourd'hui soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23% vers la Chine et de près de 36% vers les États-Unis. Et puis Vallourec n'y arrive pas. Après une annus horribilis liée à la crise sanitaire, le parapétrolier français annonce la mise en vente de ses activités allemandes et l'arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l'industrie. Son titre chute.
Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et commençons par balayer l'actualité du moment sur les marchés avec Franklin Pichard, qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Bon, l'actualité, on peut la résumer de manière assez simple, ça n'arrête pas de monter sur les marchés actions. Je compte plus la série de hausses consécutives qu'on peut avoir derrière nous. 7 semaines et bientôt 8 de hausses consécutives sur les marchés européens, sur le CAC 40 à Paris. 14 séances de hausse consécutives et on a flirté avec les 7200 points ce matin. C'est vrai qu'on ne sait plus comment qualifier cette hausse, tant elle semble quasiment déraisonnable et infondée. On peut avoir un petit sentiment de vertige quand même, vous dites. On a plus qu'un petit sentiment de vertige. Oui. C'est-à-dire que on avait pu l'évoquer ensemble, le marché n'avait rien fait entre le mois de juin et le mois de septembre. Et puis, à la faveur des publications, le marché s'est complètement libéré, a oublié les craintes qu'il pouvait avoir sur la hausse des matières premières, l'inflation et autres. Et on a vu véritablement une explosion du marché au cours des dernières semaines. Donc, ces fameuses 14 séances auxquelles on fait référence. Et à 7200 points, la saison des publications s'achève. Quels vont être les drivers qui pourraient nous emmener encore plus haut? N'oublions pas qu'enfin, on a demain l'échéance des contrats futurs et ça pourrait être un élément qui donne une autre tendance, un autre message pour le prochain mois. Comment on gère, pour le compte de vos clients chez Kipling, ces performances? C'est-à-dire que c'est une vraie question. Le CAC est quasiment à plus 30 sur l'année. Si on a été correctement investi sur les marchés actions tout au long de l'année, on se retrouve avec un stock, une accumulation de performances quand même très très importante, parfois très concentrée sur quelques dossiers spécifiques. Je citais Hermès aujourd'hui, qui est la vedette de cette année 2021. Le titre est 200% au-dessus de son record historique pré-Covid de janvier 2020. Le titre prend 80% depuis le 1er janvier. Et c'est le titre le plus cher de la cote en termes de valorisation. À un moment, ça pose des problèmes presque de gestion du risque dans les portefeuilles. Mais très clairement, et vous l'avez dit à travers ce mot, c'est une accumulation de performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec des portefeuilles dans lesquels vous prenez 2 ou 3 titres, Hermès, LVMH, vous pouvez ajouter Dassault Systèmes, et puis un autre titre qu'on avait joué aussi, dont on a parlé en plateau de très nombreuses fois, Ferrari. Il suffit que vous en preniez 2 ou 3 de ces lignes, de ces titres-là, vous êtes à 27, quasiment un tiers de la pondération de vos portefeuilles. Parce que chacune de ces lignes, aujourd'hui, est devenue pondérée à hauteur de 10-15% dans les portefeuilles. Donc, il est de bonne guerre quand on voit les niveaux de cours. Et on a commencé, et là, j'aurais préféré commencer aujourd'hui, mais on a commencé il y a quelques séances, voire une semaine, à prendre des bénéfices sur Hermès. Dès qu'on a vu s'approcher les 1500 €, on a commencé à alléger la position. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Hermès. Ça veut non seulement pas dire qu'on n'aime plus Hermès, mais on a gardé Hermès. En revanche, on a réduit le nombre de titres. Pour garder Hermès, il faut réduire un peu le poids d'Hermès dans les portefeuilles. Exactement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. On a quand même des règles prudentielles de gestion des capitaux qui nous sont confiés par nos clients. Et je prenais par exemple Ferrari. Ferrari n'a pas eu un parcours à la Hermès. On a eu des accidents de parcours. Il y a un mois, Ferrari valait 177 €. Vous regardez le graphique, c'est vertical. On est à 230 €, 233 € hier. Eh bien oui, on allège, on prend un peu nos bénéfices, surtout Ferrari ne vend que des Ferrari. Encore, LVMH est diversifié, Hermès a l'art de la table, le luxe, des carnets de commandes, 2 ans d'attente pour les Kelly, les Birkin, etc. Donc on peut avoir matière à garder quand même ces titres-là, tout comme Ferrari. Mais il faut raison garder, et à un moment, on dit pouce, on siffle la fin de la récréation, et on repondère un peu plus normalement ces titres dans nos portefeuilles. Un truc très marquant également au terme quasiment de cette année 2021, on commence à regarder un petit peu derrière nous pour faire le bilan de l'année, donc je regardais les performances year to date au 1er janvier, on a parlé d'Hermès, donc la vedette qui sera sans doute la vedette boursière de cette année 2021, mais c'est au coude à coude avec un titre comme Société Générale.
C'est-à-dire que SocGen fait également quasiment 80% de performance depuis le 1er janvier. Alors dans deux univers, deux mondes boursiers complètement différents. Je disais Hermès, la valeur la plus chère du CAC qui se paye 67 fois ses bénéfices. Et à l'inverse, Société Générale, peut-être avec Renault, qui doit être une des valeurs les moins chères du CAC 40. Alors, intéressant, je trouve que c'est très emblématique de la manière dont le marché s'est fait cette année. Alors le marché s'est fait effectivement sur... Alors le plus surprenant effectivement pour lequel on n'a plus de raisonnement, à mon avis, concret et réel, et puis vous avez un digne représentant de la SFAF pour nous remettre un peu l'église au milieu du village, je pense, ensuite. Et ensuite, Société Générale, on vient de très 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 loin, contrairement à Hermès qui a eu une hausse comme tout le secteur du luxe qu'on peut dater sur plusieurs années maintenant. Société Générale, on était au bord du gouffre, le titre était en performance XXL négatif, et souvenez-vous, au mois de septembre, déjà au début de l'année 2021, fin d'année 2020, on disait qu'on allait remettre une dose de banquières dans les portefeuilles. Et puis, les plus sécures allaient sur un titre comme BNP Paribas, qui ne démérite pas la performance de BNP Paribas, je crois que c'est autour de 30%. Et puis on le disait, ceux qui veulent jouer le tracker, le joker avec un effet de levier, le turbo call sur le secteur bancaire, ils peuvent jouer Société Générale. Et effectivement, Société Générale est au rendez-vous. On l'avait évoqué comme le tracker. Quand on parle du luxe, le tracker du luxe, c'est Kering. Il monte beaucoup plus et puis il corrige plus rapidement parce qu'ils sont très sensibles aux collections éphémères. Donc voilà, on a des valeurs, des secteurs comme ça sur lesquels on a des effets de levier qui, pour la Société Générale, est en train d'opérer un rattrapage uniquement. Mais quand vous regardez la performance sur 2 ans, elle n'est pas terrible. Non. Alors c'est le phénomène calendaire qui nous oblige à regarder les choses effectivement sur du 1er janvier au 31 décembre. Oui, mais voilà, c'est deux histoires très différentes. Donc vous dites quand même, attention, gestion du risque dans les portefeuilles, c'est le moment de regarder un petit peu le poids des valeurs et des performances qu'il y a eu cette année, mais c'est pas le moment de quitter les marchés actions ou de se mettre à l'abri. Non. Correction, il y a toujours eu, correction, il y aura. On a ouvert un petit gap début octobre, je crois, ou mi-octobre à 6830, je crois. Enfin, c'est pas je crois. Et si on a une petite correction, comme on a eu à chaque fois qu'on a eu des corrections, vous savez, ces corrections de 2-3 séances, on a un gap à combler autour de 6830, mais c'est jamais que 5% par rapport au niveau actuel. Globalement, on reste positif. Les résultats d'entreprise sont là, la croissance est là, l'inflation, on verra si elle est temporaire ou de plus en plus durable. Je crois que le débat est en train de basculer du côté du durable plutôt que du temporaire. Mais finalement, les marchés en ont conscience. Et puis, on ne peut pas dire que c'est un sujet qui soit occulté, oui. Non, inflation, matières premières, pénurie, goulot d'étranglement, on nous parle de ça depuis le mois de septembre. Et ça n'empêche pas les marchés de caracoler, de continuer de caracoler. Donc, si on doit baisser, on le sait, les hedges, les gestions alternatives, les automates et autres algorithmes vont à un moment taper sur le marché parce qu'ils ne gagnent de l'argent qu'en tapant ou en le tirant. Donc à un moment, ils vont taper dessus. Est-ce qu'ils vont taper fortement? Est-ce qu'on va voir des... Et puis ça baisse toujours pour des éléments qu'on ignore et qu'on n'anticipe pas à l'avance. Ça nous tombe dessus un matin et puis ça corrige. Alors ça corrigera beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que c'est demain, dans 3 semaines, dans un mois? Mais 7200 points, franchement, ça me semble être un niveau où on peut prendre un peu de bénéfices. Et puis, on a suffisamment matière à prendre des bénéfices. Et comme on le disait, à revenir sur des pondérations dans les portefeuilles. Merci beaucoup, Franklin, pour votre éclairage sur la situation de marché et quelques conseils en matière de technique de gestion également avec vous. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Parlons à présent des métiers de l'analyse financière
et extra-financière. C'est devenu incontournable également dans le spectre de l'analyse au sens large aujourd'hui avec Thierry Giamy, qui est notre grand invité de la mi-journée, le président de la SFAF. Thierry Giamy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Société française des analystes financiers et extra-financiers, j'imagine aujourd'hui également. Thierry Giamy, la SFAF a célébré ses 60 ans il y a un peu moins d'un mois et c'était donc l'occasion de mettre ou de remettre à l'honneur ces métiers de l'analyse financière à l'heure où la finance s'automatise de plus en plus, se systématise, à l'heure où la gestion devient de plus en plus passive, même si on trouve encore des gérants actifs sur la place. Pourquoi est-ce que le métier, pourquoi est-ce que le rôle d'analyste financier est encore incontournable dans le bon fonctionnement des marchés et à travers ça dans le financement de l'économie réelle? Parce que l'analyse financière donne aux investisseurs les idées d'investir et de désinvestir. C'est simple, c'est toujours comme ça, c'est une réalité intangible depuis qu'on a posé les bases du métier. C'est ça, c'est qui vous donne l'idée, à partir d'une connaissance approfondie des valeurs qui sont sur le marché, de ce qu'il est intéressant de faire. On vient de l'entendre avec mon collègue, c'est la raison d'être des analystes financiers. Maintenant, sur cette réalité ancienne et durable, il y a des techniques nouvelles, à la fois de gestion indicielle, vous les avez évoquées, et avec les algorithmes, mais donc qui pour l'instant élude un peu l'analyse financière. C'est lié également à la recherche de rentabilité des gérants, des investisseurs dans leurs opérations financières. Et c'est aussi lié à l'importance du marché pour offrir à beaucoup d'investisseurs des solutions d'investissement. Mais nous avons également la recherche de rentabilité, d'opportunités, de questionnement comme vous l'avez maintenant. C'est-à-dire, est-ce que c'est opportun d'investir, de désinvestir, quelle proportion? Et comment on construit cette stratégie? On les construit à partir de l'analyse financière. C'est un rôle, c'est un métier qui évolue de quelle manière aujourd'hui, encore une fois, hein, dans la finance telle qu'on la connaît, telle dont on constate les évolutions, la réglementation également, hein, qui est toujours quelque chose d'important autour de ces métiers de la finance en général et de l'analyse financière également. Est-ce que c'est un métier qui évolue, qui se réinvente? Est-ce que le modèle économique de l'analyse financière est en danger peut-être aujourd'hui, Thierry Giamy? Alors, pourquoi il y a plus ou moins d'analystes? D'abord, un événement majeur, c'est que pour la première fois, le législateur, la Commission européenne, a fait de l'analyste un métier à part entière. Avant, il était logé chez le métier du broker, par exemple. Il est logé beaucoup également chez le métier du gérant. Depuis ce qu'on appelle MiFID II, l'analyste est un produit à part entière, donc un chiffre d'affaires, donc c'est un marché qu'on identifie. Et ça, c'était important de poser ces bases. Le problème, c'est qu'en même temps qu'on a identifié le marché, qu'on a donné au marché son identité, les clients de ce marché se sont mis à acheter moins. Parce qu'on a eu la révélation du prix, de ce que ça coûtait. Oui et non, parce qu'il n'y avait pas réellement de prix antérieurement. Ouais. En France, notamment, il y a très peu d'analystes qui ne font que ça comme métier. Donc, à partir desquels on pourrait identifier un prix. Comme je vous le disais, la plupart des analyses sont dans des entités beaucoup plus vastes. Et l'analyse était offerte avec un autre produit qui est essentiellement la transaction financière. Bon, donc le métier a sorti un prix, et en plus on a eu une diversité de prix, parce qu'il est apparu une concurrence. Donc, première découverte, le prix. Deuxième découverte, qu'il y a une concurrence, donc il y a un écart de prix important. Et dans cette concurrence, qui est avantagé immédiatement? C'est celui qui peut offrir le plus. Qui peut offrir le plus? Les grandes plateformes internationales. Et donc, revers également pour le marché français confronté à ces grandes plateformes internationales. Donc, il y a une question de prix, il y a une question donc, c'est comme ça que la réduction s'est faite temporairement. Mais je ne suis pas pessimiste, parce qu'en même temps, il y a une augmentation. Vous avez évoqué l'ESG. Alors voilà. Bon. Il y a même des ETF maintenant, par exemple, toute la gestion indicielle, qui, pour ne pas devenir commune, identique, cherche
des spécificités. Et pour trouver les spécificités, à qui ils s'adressent? À des analystes qui savent regarder dans l'indice ce qui va plus ou moins bouger ou ce qu'il faut donc plus ou moins pondérer. Donc on revient inévitablement à l'analyse. Donc on a passé une période où on a été reconnu en tant que métier, marché, centre de profit, qui a eu pour conséquence de baisser notre chiffre d'affaires collectivement, de sembler dire il y a moins de demandes d'analyse. Et maintenant, on revient avec l'animation du marché, ce que vous dites, c'est-à-dire plus le marché est animé à la fois en introduction de sociétés cotées et également en mouvement tels qu'on les voit actuellement, plus on recherche de nouveau l'analyse. Donc vous êtes confiant sur l'idée qu'il y a une croissance quand même structurelle derrière ce métier, derrière le chiffre d'affaires de ce métier tel qu'il est défini aujourd'hui. On est ici dans un centre d'information, une plateforme d'information, et c'est au cœur maintenant de toute l'activité sociale et économique. Donc il n'y a aucune raison que l'analyse, qui est un centre d'information spécialisé dans le marché financier, ne soit pas demain, retrouve pas demain, vous avez employé l'expression, remettre l'église au milieu du village. Il ne sera pas de raison pour que l'église revienne au milieu du village, ou soit au milieu du village. L'intégration effectivement de la dimension extra-financière à travers les critères ESG qu'on connaît tous aujourd'hui, sans forcément d'ailleurs évoluer dans ces métiers-là, est-ce que c'est un relais de croissance important? Est-ce que ça veut dire que c'est aussi un nouveau métier peut-être pour les analystes, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément de l'analyse financière? Comment vous vous positionnez par rapport à ça, Thierry Giamy? Alors là, il y a des grands débats. En quelque sorte, aujourd'hui, on est au milieu du gué sur l'ESG. Point positif, tout le monde y va. Marchés financiers se sont concernés, et donc les investisseurs ont une demande très importante de ESG, donc ça devient incontournable. Donc ça, c'est un acquis pour à la fois le marché financier, pour les sociétés qui sont cotées, pour les investisseurs, pour la société tout entière, si on veut faire le lien avec la COP26, premier sujet. Deuxième sujet, où on le met? Élément nouveau, donc, aujourd'hui, c'est pas complètement décanté. Je pense que la façon dont on le loge, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura demain un analyste financier, un analyse extra-financier pour la même société? Avec des formations peut-être différentes. Exactement, absolument. C'est les formations, les pratiques, les informations qu'ils traiteront, etc. Ou est-ce que le même analyste deviendra financiero et extra-financier? Bon, nous ne le savons pas encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit temps de décantation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'analystes extra-financiers, qu'il y a de plus en plus de stratégies extra-financières, qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés ISR, donc qui réclament de l'analyse extra-financière en permanence, et que tout ça donc porte l'analyse globalement, et donc et on a des pratiques différentes dans les maisons. Le point d'équilibre n'est pas encore trouvé, il est en gestation. L'important, c'est que le mouvement vers l'extra-financier est pris. Ouais. C'est un métier d'opinion, le métier d'analyste financier. Alors, quand on est sur la partie financière, on objective quand même beaucoup de choses à travers des normes comptables, pour faire simple, Thierry Giamy. Est-ce qu'on va trouver un fonctionnement objectif sur la partie extra-financière? C'est un enjeu alors qui dépasse sans doute la seule question franco-française, européen. Tout le monde a en tête que les normes comptables financières, IFRS, ont été imposées par nos amis et néanmoins concurrents américains au reste du monde, sans pour autant d'ailleurs que les Américains s'appliquent à eux-mêmes en premier lieu ces règles comptables. Un grand classique. Est-ce que ce grand classique est en voie de se répéter sur la partie extra-financière? Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet au sein de la SFAF? Alors, sur la partie extra-financière, il y a une première chose stratégique pour la place financière française et la place financière européenne. Si on peut avoir un petit peu de... D'autant qu'aujourd'hui, on est continental. On est en concurrence, en quelque sorte, avec la place financière. On peut en faire un enjeu de souveraineté européen. Exactement. Donc, premier sujet, on a de l'avance. Parce qu'on est un continent où il y a une forte sensibilité sur la question. On est un continent où il y a eu, depuis longtemps, de l'investissement. Et on est un continent où les investisseurs sont très déterminés sur la question de l'ESG. Là, on a un avantage qu'il faut gouverner. Deuxième sujet, toute la question de l'élaboration des normes. C'est-à-dire comment on analyse les progressions, finalement. L'État et la progression. Là-dessus, il y a un travail important à faire sur lequel nous devons avancer vite au niveau européen
Et c'est déjà un peu le cas. Les normes européennes sur la taxinomie sont à l'étude, etc. Donc il y a un gros package qui va sortir à partir du mois de janvier. Donc là, il faut qu'on convainc à la fois les entreprises que c'est pas réducteur, que c'est pas compliqué, que c'est facile à mettre en œuvre et à dire, à expliquer, qu'on convainc les investisseurs que ça convient, que ça répond à leurs préoccupations, donc pour le deuxième sujet, et troisième sujet, que l'ESG est une source de création de valeur dans la durabilité de nos sociétés, de nos économies, mais aussi pour les sociétés qui se l'appliquent et qui y trouvent non seulement une source d'amélioration de leur rentabilité, un alignement sur le besoin de la société, mais aussi un développement plus fort de leurs activités. Je reviens à l'idée que le métier de l'analyse financière et extra-financière, c'est un métier d'opinion. Et un métier d'opinion qui peut subir des pressions de temps à autre. Thierry Jamy, il nous reste 3 minutes. Je voulais revenir quand même sur un événement qui a été un événement grave, de votre propre aveu, au début de l'été, au cours du mois de juillet. Vous avez dénoncé effectivement un précédent grave visant à porter atteinte contre l'intégrité de la SFAF et du métier de l'analyse financière en règle générale. Tout ça est survenu à l'occasion d'une réunion qui était programmée avec un investisseur qui est connu. La société s'appelle Muddy Waters. On sait que c'est un investisseur qui développe des stratégies de vente à découvert, qui était invité à l'occasion d'une rencontre SFAF, qui n'a pas pu se tenir sous la pression visiblement d'une société qui s'appelle Solution 30, sur laquelle Muddy Waters a des vues très négatives. Vous avez estimé que cette situation méritait une réponse rapide, ferme et sans appel. Alors, la question, il y a deux choses. Principe, l'indépendance. L'indépendance des analystes, c'est un principe central, cardinal, pour reprendre l'église au milieu du village, mais cardinal dans nos activités. On ne plaisante pas avec ce sujet. La SFAF est indépendante. Deuxième sujet. La SFAF invite qui elle veut. Absolument. La SFAF invite qui elle veut. Il est normal que quand certaines sociétés se sentent un peu maltraitées ou préoccupées par une réunion, il est normal qu'elles puissent le dire. Et ça fait partie des échanges qu'on a. Là, on avait, en l'occurrence, franchi le gué de la part des représentants des représentants légaux de la société concernée. OK. Deuxième sujet, on invite donc à ce titre-là qui on veut. Donc la société Muddy Waters développe une théorie sur la gouvernance qui consiste en quelque sorte à dire qu'à travers la gouvernance, on peut anticiper des bonnes ou mauvaises performances des sociétés. Et à ce titre-là, ils ont identifié que la société concernée, Solution 30, présentait une situation de gouvernance qui, à leur sens, était une opportunité. Bon. Tout ça va bien. Ça, c'est tout à fait dissible, etc. Le troisième sujet qui a fait que nous avons reporté la manifestation, c'est que la manifestation était prévue juste après l'Assemblée générale de Solution 30, qui faisait naturellement l'objet de discussions dans le marché, à une heure d'ouverture du marché, par quelqu'un qui se distingue sur cette société, par un opérateur qui se distingue sur cette société. Or, ce n'est pas le propos de la SFAF, qui est de faciliter une activité commerciale. Certes. C'est la raison pour laquelle on a dit à Muddy Waters, on maintient notre invitation, mais à une heure qui ne fait pas problème par rapport à ce que vous faites et à ce que la SFAF fait. Et donc la réunion, pour terminer là-dessus, Thierry Jamy, va avoir lieu, a déjà eu lieu, j'ai peut-être raté quelque chose de ce point de vue-là, mais elle a été reportée. Donc... Non, elle a été reportée, il y a eu l'été, et puis on a écrit à Muddy Waters en l'invitant, et on attend sa réponse. Voilà, donc la balle est chez lui. Et on espère qu'il va nous répondre, parce que ça intéresse un certain nombre d'analystes de vérifier comment cette stratégie a de l'avenir ou pas.
Merci beaucoup Thierry Jamy d'être venu nous parler des métiers de l'analyse financière et extra-financière. Je ne sais pas si l'acronyme SFAF évoluera un jour de ce point de vue-là. Ça deviendra compliqué, après. Ça deviendra un peu lourd, on est d'accord. Thierry Jamy qui est avec nous en plateau, le président de la SFAF, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.